Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir, selon le moment où vous suivez cette émission. Et bienvenue au rendez-vous du Top Presse. Vice-président de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, il en sait long sur les résultats de la présidentielle de 2011, que l'UDPS veut mettre au dialogue de 2016. De ce dialogue, l'inspecteur général qu'il est, fonction qu'il occupe aujourd'hui au mouvement de libération du Congo, de ce dialogue, son parti n'en veut pas. Car notamment dans leur entendement, s'il ne s'agit que de discuter de la chose électorale, la solution est claire. Il est encore possible d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Notre invité s'appelle Jacques Njoli. Il l'a d'ailleurs maintes fois déclaré sur la base de son expérience de la chose électorale. À ces élections, son parti d'ailleurs espère présenter son candidat naturel, Jean-Pierre Bemba Gombo, en détention depuis près de 10 ans à la Cour pénale internationale à La Haye, et qui le 21 mars attend son verdict. Sénateur, bonjour. Bonjour, monsieur Christian Lusakono. Pour vous interroger, Rachel Kitsita de Numérica Télévision, Paulette Kimuntu de Congo Web TV, Thierry Kambundi et Eric Ambago de Top Congo FM. Respect de la Constitution, des délais constitutionnels, liberté publique, l'actualité dense de ce début d'année présumé électoral remet en exergue les ratés du précédent processus, celui de 2011. Sénateur de la Tchoapa, je tiens à le souligner, vous étiez le numéro 2 de la centrale électorale qui a déclaré vainqueur le candidat numéro 3, Joseph Kabila Kabange. Sénateur Jacques Njoli, le regrettez-vous aujourd'hui? Non, je regrette rien. J'assume et je crois que nous avons fait ce qui devait être fait. Qu'est-ce qui devait être fait? Faire élire absolument le candidat numéro 3 ou dire la vérité des urnes? Parce que cela a été le thème indiqué par tous les détracteurs de votre annonce. Mais vous parlez bien des détracteurs. Oui, c'est vrai que cette élection a laissé une impression ou une perception très négative, mais il faudra se remettre dans le contexte. Le 3 mars 2011, nous prêtons serment. Le 2 avril 2011, nous lançons un calendrier. Nous enrôlons et nous prenons le pas pour que le 6 décembre 2011, il n'y ait pas vide au sommet de l'État. Et nous réussissons le pari. Mais ce pari réussi a laissé énormément de cadavres sur le chemin. Mais on est arrivé à l'objectif parce que le Congo a pu éviter, n'est-ce pas, ce qu'on appelle un vacuum au sommet de l'État. Je rappelle ma question. L'objectif, c'était quoi? Faire que le candidat numéro 3 soit élu ou dire la vérité des urnes? Le candidat numéro 3, le candidat numéro 2, le candidat numéro 1 ou numéro 11 étaient deux candidats. Et à l'issue de cette élection, il devait y avoir un vainqueur. Et c'est celui qui a été proclamé vainqueur qui était vainqueur. Donc il n'y avait pas une préparation ou un projet de faire de X ou d'Y. Et je crois que ceux qui ont suivi ces élections, pas dans la perception, parce que la vérité des urnes doit être confrontée au terrain de l'urne. Et très peu de gens connaissent les terrains de l'urne. Cependant, on parle beaucoup de glissement maintenant. Vous êtes le premier à avoir glissé, à part les élections de 2005 qui ont été organisées en 2006. Vous êtes le premier à avoir glissé. Les résultats, le jour où ils devaient être annoncés, vous étiez aux abonnés absents. Qu'est-ce qui a valu ces 2-3 jours de flottement pendant lesquels le vice-président Jacques Njoli du MLC, le parti de Jean-Pierre Bemba, l'opposition donc, refusait de signer le procès-verbal et donc refusait d'annoncer ou d'entériner la déclaration ou la proclamation d'élection du président Joseph Kabila? Ce n'était pas le vice-président du MLC, c'était le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante qui, sur base de prescrits de la loi, cette loi qui prévoyait le mécanisme
de consolidation de résultats et des proclamations. Nous avons reçu des résultats d'abord par ce qu'on appelle le monitoring informatique, et la loi imposait que la consolidation se passe sur base d'un certain nombre d'éléments, notamment de PV. Et c'est ce que nous avons exigé. Ça a pris le temps que ça a pris, et lorsque ces PV sont arrivés, il y a eu des discussions internes, et finalement, nous avons proclamé celui qui a été proclamé, c'est-à-dire le candidat numéro 3, comme vous l'appelez. Thierry Kamboundi, Top Congo FM. Professeur Jacques Joly Esengekeli, vous avez dit tout à l'heure que les élections de 2011 ont laissé des traces, beaucoup de traces, des élections sérieusement critiquées avec tous les qualificatifs possibles et imaginables, tant au plan national qu'international. Mais en âme et conscience, quelle est votre part de responsabilité ou à quel niveau le situez-vous dans l'organisation tant critiquée des élections de 2011? Ma part de responsabilité est la part de l'organisation. Il ne faut pas chercher des responsabilités individuelles. La CENI a pris la responsabilité d'organiser les élections et nous avons pu les organiser en assumant ce qu'on peut appeler la souveraineté électorale. En d'autres termes, si il est perçu au niveau de l'opinion que ces élections ont été qualifiées, comme vous dites, de tout le nom, chaotiques, frauduleuses, vérité des urnes. Mais d'abord, ce n'était pas la première, c'est pas la première élection, c'était la deuxième, du moins du cycle présidentiel. En 2006, si vous prenez la déclaration du cardinal Echao, il a prononcé pratiquement le même mot que le cardinal Mosengo en 2011. En 2006, le cardinal Echao a dit que Bemba avait gagné. Beaucoup d'autres personnes l'ont dit. En 2011, mais dans le même contexte, certains l'ont dit. Mais il ne suffit pas de dire. Il faut le prouver. Le droit électoral n'est pas le droit des rumeurs. C'est vrai que les conditions d'organisation matérielle n'étaient pas parfaites. C'est vrai qu'il y a eu de cafouillage. C'est vrai qu'il y a eu des points noirs. Mais les élections, c'est une globalité. Et il ressort de cette consultation qu'il devait y avoir un seul vainqueur. Le problème de l'Afrique, c'est que tout le monde, quand on organise élection, même si on est à 20 000 candidats pour 500 sièges, tout le monde veut être proclamé élu. Voilà les difficultés. Je rebondis sur la question de Christian Lusakuna parce que je n'ai pas été très convaincu. Très bien. La presse l'un des grands journaux de la place vous a qualifié de l'homme qui a sauvé la République. J'espère que vous vous rappelez de cet article du Soft International qui a évoqué notamment le fait que vous n'ayez pas ou vous avez été le seul membre du bureau à avoir à poser votre signature sur le document qui avait proclamé Joseph Kabila comme président de la République, le tout dernier en tout cas. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3-4 jours où vous aviez disparu? Je ne suis jamais disparu. J'étais dans mon bureau et dans ma maison à Bandal. Je peux même vous donner des anecdotes. On me cherchait dans le chancellerie, mais nos gardes gradés de l'armée s'est permis de venir chez moi à la maison. Il m'a trouvé dans mon salon, assis tranquillement. C'était quoi? Faire monter les enchères? Il n'y avait rien à vendre, nous à acheter. L'objectif, c'est que, comme je vous ai dit, une élection obéit à un certain nombre de prérequis. C'est-à-dire, dans notre loi électorale, les résultats des élections sont consolidés par les centres de compilation. Et c'est ces centres-là, les 145 centres de compilation, qui font le PV. Nous, au niveau du bureau de la CENI, nous étions seulement un centre d'enregistrement. Nous n'avions même pas la possibilité
de revoir le PV. C'est-à-dire, si le résultat de Manono vient avec 103%, nous n'avons pas le pouvoir. Alors, mais pour le faire, il faut que le PV arrive. Mais tous les membres du bureau avaient approuvé les PV, sauf vous. Non, ce n'était pas comme ça. C'est pourquoi il y a beaucoup de rumeurs. Lorsqu'il était prévu que nous puissions proclamer les résultats le 2 décembre, l'ensemble de PV n'était pas là. C'était simplement la transmission par voie informatique de résultats. Or, la loi électorale impose que le résultat consolidé, c'est sur base de PV. Et il n'y en avait pas tous sur les 145 centres de compilation. Donc, j'ai exigé, avant que je puisse mettre ma signature, que je voie l'ensemble de PV. Or, le territoire congolais est énorme. Et on a dû envoyer des hélicoptères dans certains centres pour me ramener les résultats. Et c'est au sud de ces résultats que nous avons discuté. Il y avait des PV qui n'étaient pas signés. Il y avait des PV avec 132, 103%. Et c'est de toute cette discussion publique, c'est-à-dire de l'ensemble des membres du bureau de la CENI, de l'administration et même de la mission des Nations Unies, la mission électorale, que nous sommes arrivés à cette conclusion. Mais il a fallu me convaincre. Il n'était pas question de faire monter les enchères. Il n'était pas question d'argent non plus? Non, j'ai entendu de millions. Eh bien, j'aurais bien voulu avoir 5 millions aujourd'hui. Professeur, après ces élections de 2011, votre bureau est décrié, critiqué, l'Assemblée nationale décide de vous faire partir. Vous retrouvez votre siège au Sénat et vous êtes parmi les premiers à critiquer le travail du comité suivant. On aurait voulu quand même, au vu de l'organisation chaotique, catastrophique et tout, je peux utiliser tous les termes que vous avez évoqués tout à l'heure, que vous puissiez vous taire. Ça allait être plus décent plutôt que de critiquer des gens qui venaient d'arriver alors que vous-même, vous n'avez pas réussi. Qui venait d'arriver? L'équipe Malou Malou. Mais Malou Malou, c'est lui le planificateur de toutes les élections congolaises, y compris l'élection de 2011. Tenez, puisque vous ne le savez pas, la constitution congolaise, à son article 221, dit ceci: à la fin ou dès l'installation de la dernière institution de la République, la CENI était dissoute de plein droit. En 2007, donc, au mois de mai 2007, la CI devait disparaître. Le révérend Père Malou Malou, j'espère qu'il se porte bien aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup d'estime envers lui, est resté en 2007, en 2008, en 2009, en 2010, par un arrêt de la Cour suprême qui a prolongé la vie de la CI. Et nous arrivons aux affaires le 3 mars 2011. On a déjà planifié l'enrôlement, on a déjà acheté le matériel, nous devons assumer. Et nous l'avons assumé. Donc, me taire, mais pourquoi me taire? Au contraire, j'ai un devoir de dire aux Congolais, puisque ce n'est pas un hasard que je me suis retrouvé dans cette commission. J'ai beaucoup appris. Et ce serait indécent, par contre, que je puisse me taire pour laisser faire ou laisser dire certaines choses qui ne sont pas réelles ou vraies. Paulette Kimuntu, Congo Web Télévision. Bonjour, Monsieur Jack Joly. Bonjour. La toute première question directe. Est-ce que la CENI est-elle réellement indépendante? La CENI peut être indépendante, mais l'indépendance de la CENI, comme l'indépendance du juge, ce n'est pas une affaire textuelle, c'est un comportement, c'est une attitude, et c'est ça. Mais lorsque vous-même, vous n'assumez pas l'indépendance, où il y a de personnes qui sont placées pour justement saper l'indépendance de la CENI. Vous subissez des pressions, il y a des injonctions qui arrivent de partout. Des injonctions peuvent venir, mais il faut savoir résister. Il faut savoir résister. Parce que les pressions sont normales. Vous prenez une élection présidentielle qui s'est faite dans un contexte
de tripatouillage de la Constitution. On passe de 2 tours à 1 tour. Il y a énormément de frustration. Énormément de frustration. Et vous allez aux élections dans ces conditions, où sous le 11 candidats, les 2 premiers candidats, ceux qui ont le vent en poupe, sont dans une posture de confrontation. Et avec l'opinion, vous subissez ces pressions. Vous avez des pressions pour une assemblée qui doit avoir 500 députés. Vous avez 19 000 candidats. Donc, la proportion, c'est pratiquement, pour un siège, la pression est de 100. On dit de faut que vous nommez les députés. Oui, Qui a vous des savez, députés nommés. c'est possible, mais la CENI ne peut pas, au niveau du bureau, le faire. La consolidation des résultats, c'est fait au niveau du centre de compilation. Et madame, pour 2011, je dis moi, descendre dans les centres de compilation. C'est vrai, il peut y avoir des corruptions, mais ce n'est pas la CENI qui est corrompue, c'est l'homme congolais qui est corrompu. C'est vrai, on a subi des pressions physiques. Vous savez, vous voyez le centre de compilation qui était à la foire. Mais qui est-ce qu'on engage comme membre de bureau? Ce sont des jeunes gens, des jeunes filles qui, pour la plupart, on va le payer 500 $ après 2 semaines de travail. Mais il y a des personnes qui leur proposent 10 000 $. Mais la petite fille ou le petit garçon est prêt à tout. Et il s'est créé de marché. Et moi, j'ai dû aller parfois chasser le gens. Donc, je ne sais pas. C'est peut-être le vide dans le marché de l'emploi qui fait qu'il y ait cette pression sur le 500. Confiance à cette CENI. Mais la démocratie, c'est une construction. Et il faut que la CENI gagne la confiance. La confiance, c'est comme dans un couple. On ne la donne pas. Il faut la mériter. Et il y a de CENI qui méritent, des commissions qui doivent démontrer que oui, nous sommes indépendants. Oui, nous sommes impartiaux. Parce que la condition de l'efficacité de la CENI, c'est l'indépendance. Et cette indépendance, c'est très souvent, peut-être pas l'ensemble des membres du bureau de la CENI, c'est un homme. La toute dernière question pour moi, c'est vrai que moi j'aime comparer, comparaison n'étant pas raison. Pourquoi on ne peut pas raisonner sans comparaison. Pourquoi la CENI, pourquoi en Afrique on exige des centrales électorales? Pourquoi pas en France ou aux États-Unis? Pourquoi en Afrique on doit avoir des centrales électorales pour organiser les élections? Pourquoi pas les ministères de l'Intérieur comme en France ou ailleurs? Très bonne question, très bonne question. Voilà, normalement, dans le pays où la démocratie est devenue une évidence, une banalité même, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Et très souvent, on a vu le ministre de l'Intérieur proclamer l'échec du président ou de la majorité dans laquelle il appartient. C'est donc qu'il y a eu une intériorisation de principes, des valeurs. Malheureusement, chez nous, les acteurs sont ce qu'ils sont. On en est encore loin. Là. On est encore loin. Donc, nous n'avons pas très souvent des hommes politiques. Nous n'avons pas des hommes d'État, nous avons des hommes politiques. Et la tendance, c'est de conserver le pouvoir, de confisquer le pouvoir, y compris par la fraude électorale. Voilà pourquoi il est né cette approche de déposséder les ministères de l'Intérieur. Et on voit comment le ministère de l'Intérieur se comporte aujourd'hui, ici ou ailleurs. Eh bien, on crée alors de commissions indépendantes et à la tête desquelles on met très souvent le membre de la société civile, voire des religieux. Mais, hélas, aujourd'hui, même la société civile pose des problèmes. Même l'église elle-même n'est plus église au milieu du village. D'où la difficulté. Mais il y a quand même des exemples. Je peux vous dire, la commission électorale sud-africaine, la commission électorale de la Mozambique, la commission électorale de Burkina Faso, il y en a? Non, je prends du Nigeria avec le professeur Djega, ou la commission électorale malienne avec le général Siaka.
Et Siaka est allé même, n'est-ce pas, organiser des élections en Guinée. Donc, en définitive, il s'agit de la personne que vous choisissez pour diriger la commission. Si vous choisissez un nabo, si vous choisissez un agent qui va exécuter des plans machiavéliques, eh bien vous aurez des problèmes avec les élections. Donc la question centrale, c'est le choix de la personne. Est-ce que cette personne est capable de résister aux pressions? Est-ce que cette personne peut se faire respecter? Est-ce que ce n'est pas un simple agent ou un garçon de course d'une telle parti politique? C'est ça la question centrale. Le choix des personnes qu'on met là-bas. Le choix des personnes qui fait d'ailleurs couler beaucoup d'encre jusque maintenant. En 2011, je ne vais pas vous demander 2006, mais parlons de 2011, que vous connaissez bien. Oui. Agent ou nabo? Ben, je te laisse choisir. C'est à vous que je pose la question. Personnellement, je ne connais pas la Vous CENI de savez, l'intérieur. je ne veux pas entrer dans une dimension de prendre les gens par le haut, par le bas. Mais il est important, quand on choisit le président d'une commission électorale nationale indépendante, de prendre une personne qui peut rassurer tout le monde. Je ne vais pas prendre notre cas. Je vais prendre le cas du Nigeria, le professeur Djega. Vous savez, le professeur Djega, même le président Obasanjo disait, on a peur de l'appeler. En fait, toutes ces structures indépendantes, que ce soit la Cour constitutionnelle, que ce soit un juge, que ce soit un arbitre de match de football, l'indépendance, le professionnalisme, le neutralisme sont des valeurs intrinsèques de l'individu. Et ces valeurs intrinsèques se dégagent du profil, du cheminement de la personne. Donc, c'est à vous de dire, est-ce que cette personne... Mais ça aussi, ça ne se présume pas. On peut prendre quelqu'un qui est très proche, mais il faut savoir prendre la distance. Et très souvent, malheureusement, nous n'avons pas de distance. Ou alors, quelqu'un m'a dit, si vous êtes vice-président de l'OMLC, mais lorsque j'étais à la CENI et que j'avais prêté serment, l'opposition parfois avait des difficultés à me reconnaître. Parce que je leur ai dit que je prêtais serment et j'ai fait le travail. Et le jour où ce travail se terminera, je rentrerai à la maison. Je suis rentré à la maison. Avant de passer le micro à Eric Ambago, vous avez parlé tout à l'heure de la vérité des urnes qui n'est pas forcément la vérité du terrain. Ceux qui critiquent ne peuvent pas prouver ce qu'ils disent. 2011, vous dites que les détractaires ou ceux qui ont dit qu'ils avaient gagné n'ont pas réussi à le prouver. 2006, c'était aussi le cas selon vous? 2006? Mais en 2006, je vais aller rapidement, j'étais membre du MLC. J'ai assisté à des réunions où on demandait à Jean-Pierre de rejeter les résultats. Et d'ailleurs, lui-même a dit, j'ai accepté ça malgré moi. Et ça a créé des tensions. En 2006... Vous répondez en politique. Je voudrais le technique, parce que vous avez développé un très bon volet technique depuis le début de l'émission. Techniquement, le MSC pouvait prouver que Jean-Pierre avait gagné? Oui. Je vais vous dire, sur le 11 provinces qui constituent la RDC, en 2006, officiellement, Jean-Pierre avait gagné dans 6 provinces. Et le président Kabila avait gagné dans 5 provinces. Donc, c'est déjà une indication. Non, c'est une indication. Mais je vais y arriver. Vous oubliez le poids des provinces. Voilà, maintenant, lorsqu'on entre dans le contenu, vous allez voir que au niveau des électeurs, il y a beaucoup plus d'électeurs à l'est qu'à l'ouest. Ce qui fait que le président Kabila pouvait être proclamé vainqueur. Et lorsque... Et c'est là où je voudrais, pour relier avec 2011, pour évaluer les élections. D'abord, il n'y a pas d'élection parfaite. Je crois qu'il y a 2 jours, vous avez suivi dans l'Iowa, les candidats Donald Trump dire que Cruz... Les élections primaires aux États-Unis. Voilà, ont été frauduleuses. Vous avez suivi les débats qu'il y avait entre Al Gore et Bush. Ça crée des problèmes. Vous avez suivi les élections qui sont passées et Parti socialiste et chez les républicains. Donc, il n'y a pas d'élection parfaite.
Mais effectivement, il faut aussi prendre la mesure des choses. Mais en RDC, très peu de gens connaissent la sociologie électorale. Parce que les élections, c'est un mélange de sociologie et d'arithmétique. Quand vous prenez les provinces électorales en RDC, il y a ce que moi j'appelle les swing states. Quelqu'un qui gagne dans le Katanga. Les États pivots. Voilà. Donc, sachant par ailleurs que nos élections sont ethno-tribales. Quelqu'un qui gagne au Katanga, qui gagne dans le Bandundu, qui gagne dans la province orientale. Il a gagné les élections. Il a gagné les élections. En 2006, Jean-Pierre avait gagné à l'Équateur. Il avait gagné dans le Bandundu, à Kinshasa, dans le Bas-Congo, dans le Deux-Kasaï. Mais le pourcentage de ces victoires était plus ou moins de 65 à 35. Par contre, là où Kabila gagne, au Katanga, c'est dans les 98. Vital Kamerhe lui a donné les Kivu à 98%. Ce qui fait que lorsque vous balancez au second tour, Jean-Pierre Bemba, qui avait 20%, va monter jusqu'à 42%. Mais le président Kabila, qui était déjà au-delà de 40, ne pourra arriver qu'à 52 ou 54. Donc, pour vous dire que le saut fait par Jean-Pierre par rapport aux résultats. Mais en 2011, dans le Bandundu, à part la ville de Bandundu, où l'opposition tente de gagner, le Bandundu est acquis à Kabila, je crois que mon prédécesseur vous a expliqué, la province orientale, le Katanga et les autres. Donc ce sont ces tendances fortes. J'ai dit que je n'ai pas tous les éléments de terrain, mais ça c'est de la sociologie politique que tout le monde peut faire et arriver à des conclusions. Donc si vous voulez devenir président de la République démocratique du Congo, il faut connaître le fondement. Ce n'est pas parce que vous avez 100% dans le Deux-Kasaï, encore que le Kasaï, il faut voir. Est-ce qu'il y a homogénéité dans le Kasaï? Parce que le Sankourou vote autrement que les autres. Et quand on parle de zones Louba ou Loubaïsé, les Bassongé, donc tout cela entre en jeu. Parce que les élections, c'est de la sociologie, et notre sociologie est ethno-tribale. Je rappelle que, j'annonce, enfin pour ceux qui le savent, c'est un rappel que notre invité aussi professeur de droit constitutionnel, on va parler avec vous de cette constitution dans quelques instants. Merci. Eric Ambago, Top Congo FM. Aujourd'hui, on va dire Jacques Joly et Ngoï Mulunda sont à l'origine de la crise politique actuelle en RDC. Oui. Si on prend dans sa perception l'élection comme fait générateur de la crise, mais en fait, cette crise est née quand? Parce que en 2011, il y a une assemblée qui s'est installée, qui a fonctionné pendant 5 ans. Il y a un président qui a géré pendant 5 ans. Dans une forme, comme l'a dit votre collègue, peut-être aussi que nous sommes les sauveurs. Parce que si nous l'avons fait comme d'aucuns l'auraient voulu, que le professeur Joly vint sur la table et puis déchiré comme Bambayara en Côte d'Ivoire, c'est ce que vous avez voulu que je fasse? Ah non. Vous avez organisé des élections parce qu'il fallait organiser des élections simplement? Non. Les élections ont été organisées. Et je voudrais vous dire que ces élections sont les premières élections organisées par la République démocratique du Congo. Nous avons assumé la souveraineté électorale. En 2006, aussi bien dans les financements, 80% de financement venait de l'extérieur. Dans la gestion du processus électoral, c'est la mission des Nations Unies qui a géré les élections, y compris dans sa logistique. En 2011, nous prenons les choses à main le 2 avril et nous y allons au fond. Et le 26 novembre 2011, il y a eu des élections. Mais il est vrai que ces élections, il y a eu de cafouillage, on vous a montré des photos, mais il y a eu des faiblesses. Vous avez prouvé votre incompétence? Incompétence, je ne crois pas. Incompétence, alors qu'il y a des kits, on va enrôler à Massimaniba et on va dépouiller à Matete, on va enrôler à Ouvira, ou on organise des élections à Ouvira, on va dépouiller à Bukavu. Ça, c'est un désordre au sein de la CENI. J'ai toujours cru que vous étiez un journaliste sérieux, mais là, vous êtes dans la rumologie.
Comment... Ce sont les députés qui ont révélé cela. Mais quels députés? Vous avez, je vais vous dire, quel est ces députés élus qui a renoncé à son mandat, y compris de ceux qui ont, n'est-ce pas, battu campagne au nom d'une partie? Personne n'a renoncé. Il est facile d'accuser. Je vous dis que j'assume les perceptions. C'est vrai qu'il y a eu des déficits. Et moi, le premier, dans le PV de résultats, j'ai dit qu'il faut annuler Massissi, il faut annuler Ilebo, il faut annuler Kiri. Donc, il y a eu de faiblesses. Et des faiblesses organisationnelles, des faiblesses logistiques. Je peux aller plus loin. Vous n'avez pas pu gérer. Pardon? Vous n'avez pas pu gérer ces faiblesses. Ça a été géré. Les résultats ont été proclamés, transmis à la Cour suprême. Et je voudrais vous dire, très peu de gens connaissent en fait le schéma électoral. La CENI ne proclame pas les résultats définitifs. C'est la Cour suprême. D'ailleurs, vous avez suivi. J'espère que vous suivez ce qui s'est passé en Centrafrique. La Cour suprême centrafricaine a vu qu'il y a eu tellement de recours. Eh bien, elle a annulé les résultats. Donc, la CENI a transmis les PV, les résultats, le mode de déroulement. Eh bien, on a estimé qu'il fallait proclamer, on a proclamé. Aujourd'hui, vous pouvez rentrer à la CENI avec l'expérience que vous avez acquise, avec le tollé que vous avez soulevé. Vous êtes prêt à rentrer à la CENI si on vous proposait de rentrer à la CENI? Tollé soulevé par qui? Par les résultats qui ont été publiés à la présidentielle notamment. Mais le président de la République a été proclamé élu. Ceux qui sont allés au contentieux, personne n'a amené un seul PV. Et moi, je vais vous dire aujourd'hui, je vais vous révéler quelque chose. Et vous pouvez aller vérifier chez les amis de l'opposition. Lorsque on attend le résultat, je suis invité par les amis de l'opposition. J'y vais avec mon collègue Ndaye. Moi, je dis, je suis très heureux de vous voir tous ici réunis. Parce que depuis le début du processus, je vous ai dit que c'est une élection à un tour et que si vous allez diviser, vous allez perdre. Maintenant, vous avez compris, c'est très bon. Alors, quel est votre problème? Ils disent, non, prof, est-ce que vous pouvez bloquer, est-ce que vous ne pouvez pas attendre de ne pas proclamer? Je dis, mais autant de jours que vous voudrez. Mais vous m'amenez le PV. Donc, les élections, j'ai toujours dit, s'organisent sur base de la méfiance mutuelle. Vous ne pouvez pas dire que les résultats de Massimanimba ont été dépouillés à Ouvira. Par quelle magie, Eric Ambago? J'espère que vous êtes sérieux. Donc, les députés. Mais non, quel député? Si je vous donne, vous n'aurez pas le nom. Je n'aurai pas le Parce que mais ma question, c'est le rumeur. Ma question, c'était de savoir. Il faut gérer les faits. Aujourd'hui, avec toutes ces critiques, vous êtes prêt à rentrer à la CENI? Faire quoi? Travailler comme vice-président ou mais président de la CENI? Pourquoi j'ai été désigné dans un contexte particulier? Vous avez peur aujourd'hui de travailler à la CENI? Peur de quoi? Attends, Eric, je vais te dire une chose. J'ai un professeur qui s'appelle Kalala Chiba. Il m'a dit toujours, dans l'échelle des valeurs des hommes, il y a Dieu, les anges et les professeurs. Je suis professeur d'université, je vais avoir peur d'une fonction, moi. Peur de quoi? J'étais à la CENI, j'ai donné ce que je pouvais donner. On m'a dit que ça s'arrête. Je suis rentré au Sénat et je donne ce que je peux. Pourquoi je vais m'acharner à la CENI? Pour aller chercher encore 2 millions? Puisque c'est ça qui vous semble intéresser les gens. Non, nous sommes allés par devoir. Et si vous ne le savez pas, je vais encore vous dire une chose. Je n'ai jamais été candidat à la CENI. Jamais. C'est le président Bemba qui m'a invité à la haie pour dire tu vas y aller. J'ai dit mais président, je n'ai rien à voir avec cette histoire. Et même surtout avec la révision qu'on se dit tu vas y aller. Et le jour où ça s'est arrêté, je lui dis président, je vais rentrer au parti. Il dit tu rentres. Voilà, c'est tout. Rachel Kitsita, Numérica Télévision. Professeur Jack Joly, vous dites... 2011, parce que toi et moi, on était là en 2011. Voilà. Merci. Et on quitte déjà. Voilà. Alors, vous dites quelque part que le président de la CENI doit rassurer tout le monde. Je vous pose une question pour la suite. Est-ce que Corneille Nangaa vous rassure? Non, Corneille, c'est un garçon qui a de l'expertise. Mais le problème de la CENI, ce n'est pas une structure purement technique. Il doit maintenant rassurer.
C'est lui qui doit faire donner la confiance aux autres, gagner la confiance des autres. Et je le lui ai dit, et j'espère qu'il va le faire. Malheureusement, les signaux ne sont pas très positifs. Et j'espère qu'il va s'arrêter parce qu'il le sait. Il a appris ça. Il a fait le tour de plusieurs commissions électorales en Afrique. Donc, comme je vous ai dit, l'indépendance n'est pas une notion scientifique. C'est un comportement, c'est une attitude, c'est un état d'esprit. Sénateur élu pour le camp du mouvement de libération du Congo, on sait que beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Que représente aujourd'hui le MLC politiquement? Le MLC représente au niveau de l'Assemblée la 5e force politique du pays, la 2e force politique de l'opposition. Le MLC, c'est la présence des députés provinciaux, au moins 22 à Kinshasa, au moins 58 l'ensemble de la province de l'Équateur, et dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo, sauf dans le Maniema. Le MLC, c'est un des piliers, et surtout le MLC, c'est le parti de Jean-Pierre Bemba Gombo. C'est lui qui a été le challenger de 2006 et que le peuple congolais attend. Voilà. L'opposition fait montre d'un optimisme, on va dire, béant, excusez-moi le terme, quant à l'organisation de l'élection présidentielle en novembre 2016. Monsieur Jacques Joly, est-ce que c'est de la mauvaise foi ou c'est le réalisme politique? Madame, je me demande toujours si nous, les Congolais, c'est pourquoi on dit que nous n'avons pas la cohésion nationale. Mais l'opposition n'a pas d'état d'âme ou d'optimisme. Il y a un cadre qui s'appelle la Constitution, qui est la norme qui socle nos relations. Et cette Constitution a fixé des mécanismes, les délais. Et la Constitution est impérative. Elle te tient, elle me tient. Comment vous voulez en faire une affaire de l'opposition? Cette Constitution n'a pas été adoptée par l'opposition. C'est notre texte d'organisation du vivre à commun. Et ce texte nous dit, l'année 2006, c'est l'année électorale. J'ai entendu le monsieur Christian Lusako nous dit élection improbable, probable. Moi, j'ai dit année présumée électorale. Présumée, voilà. Non. Madame, la crise africaine, c'est justement de sortir du cadre des constitutions. C'est de chercher des échafaudages, des approches métaconstitutionnelles, ou voire métaphysiques. Conséquence, mais ça ne marche pas. L'état des droits constitutionnels est le fondement de la stabilité du développement. Donc ce n'est pas une affaire de l'opposition. Alors selon le constat, il semble qu'on a un retard qu'on ne peut rattraper quant à l'organisation des élections. Et dans ce cas, le président de la République vous appelle au dialogue. Vous refusez l'opposition, une certaine opposition. Alors votre démarche consiste à consolider la démocratie ou à embraser le pays? Mais pour vous, si le président vous invite au dialogue et que vous lui demandez de respecter la Constitution, ben, s'il n'y a que cette alternative, ou vous venez négocier ou bien on va en guerre. Non, madame. Et le président de la République est soumis à la Constitution. Je suis, moi, étonné par cet amour subit du dialogue des uns et des autres. En 2011, ceux qui réclamaient le dialogue ne l'ont jamais accepté. Les autres n'ont jamais accepté. L'accord d'Addis Abeba avait demandé le dialogue. Il y a certaines personnes qui ont traité l'accord d'Addis Abeba de chiffon de papier. Donc, ces dialogues opportunistes, le dialogue est nécessaire. Le dialogue est consubstantiel à la démocratie, mais le dialogue dans le cadre d'une constitution. Un dialogue qui n'est pas un dialogue de dupes ou un dialogue qui vise, n'est-ce pas, à instaurer une forme de dialoguisme où les gens ne respectent pas la Constitution et qui vont, n'est-ce pas, dans le mbamboula ou dans des discussions qui ne nous amènent qu'à faire des rétropédalages. Le 20 décembre 2016, il y aura un matin, il y aura un soir, a dit le ministre Akinke, qui vous a précédé sur ce micro. Selon vous, qu'est-ce qui va se passer exactement, M. Jacques Joly? Vous savez, le droit constitutionnel ou la science politique, ce n'est pas la science de la mécanique comme ça. Ce n'est pas la première fois
En 1990, lorsque le président Mobutu proclame la démocratisation, à un certain moment, il est arrivé à la fin de son mandat. Les élections n'étaient pas organisées. 91. Qu'est-ce qui est arrivé? Il perd l'aura, il perd la légitimité. Donc la politique fonctionne sur deux pieds. La légalité. C'est comme les Sénats actuels, n'est-ce pas? Nous sommes là, mais c'est une anormalité démocratique. Anormalité ou illégalité? Non, illégalité non, parce que la Constitution prévoit que vous pouvez rester tant qu'il n'y a pas l'autre organe. Mais c'est au plan politique, vous avez perdu la légitimité. Et la légitimité... La Constitution prévoit aussi que le président sortant cède le relais au président élu. Tout à fait. Mais je ne dis pas, le président Kabila peut rester même 10 ans après. Mais le problème, c'est qu'il n'a plus de légitimité. Alors justement, et la légitimité est fondatrice et fondamentale dans une démocratie. Vous dites pas de dialogue. Aujourd'hui, on est bien tous conscients qu'en 8 mois ou 10 mois, on ne pourra pas organiser les élections. Non, c'est faux. Techniquement, c'est possible. C'est possible, puisque nous l'avons organisé en 6 mois. Justement, vous l'avez malgré les ratés. Vous ne l'avez pas fait en 6 mois. Si. Allons-y, calculons. Vous vous installez en mars. Voilà. Vous faites l'élection en novembre. Oui. Ça fait 8 mois. Oui. Mais ce que vous ne dites pas, c'est qu'avant votre installation, il y a du travail qui a été fait, notamment l'appel d'offres. Prochainement, le 10 février, la CENI va le faire pour l'acquisition des kits. Tout cela, si ma mémoire est bonne, et les documents que j'ai, le cahier des charges d'acquisition du matériel a été réalisé de janvier à mars 2010. Vous n'étiez pas aux affaires. Déploiement matériel août 2010. Et c'est le 2 mars que vous arrivez. Vous avez rappelé cette date. Oui. Mais vous êtes arrivé, le travail était déjà fait. Vous avez gagné 6 à 8 mois. Je vais vous le dire. Les matériels ZS qu'on veut contester aujourd'hui, c'est le même matériel qui a servi en 2005, 2006, sans qu'on crie aux sorciers. En 2011, c'est le même matériel qui est arrivé. C'est vrai ce que vous dites. Mais quand nous arrivons le 2 avril 2011... 2 mars. Non, le 2 mars 2011, et nous reprenons le processus d'enrôlement. Parce que nous avons trouvé 2 provinces qui avaient été enrôlées. Le Maniema et le Bas-Congo sont les 2 provinces qui ont été utilisées comme provinces pilotes. Alors, lorsque je me rends à Lubumbashi, je me rends compte que le nombre de bureaux d'enrôlement ont été divisés par 2. Et nous sommes obligés de commander du matériel. Chez le même fournisseur. C'est le même fournisseur. Et nous avons dit doubler le bureau de vote. Mais vous avez donc skippé, excusez-moi, c'est de l'anglais, mais vous n'êtes pas passé par l'appel d'offres et toute cette période de 3 à 6 mois d'acquisition du matériel, vous êtes parti parce que tout cela avait déjà été fait. Monsieur Lusakweno, je vais vous dire une chose. Lorsque vous voulez absolument, soi-disant, faire l'appel d'offres, ça m'étonne d'ailleurs, cet formalisme innovant, parce que lorsqu'on achète les avions, 2 avions, personne n'a fait d'appel d'offres. D'ailleurs, sur cet appel d'offres, lorsqu'on fait un appel d'offres, c'est vous, dans votre cahier des charges, que vous devez donner les contraintes. Dit voilà, je veux du matériel. Encore que, moi personnellement, je ne vois pas pourquoi on romprait avec ZS. Bon, si on veut rompre avec ZS, si vous voulez lancer l'appel d'offres, c'est vous qui devez dire, j'ai une contrainte constitutionnelle, c'est que moi je dois organiser les élections dans 9 mois. Ce n'est pas le fournisseur. Et nous connaissons les fournisseurs. Oui, mais quand on a vu l'appel d'offres précédent, toute la suspicion qui est née du fait du choix du Sud-Africain ZTS, que les Sud-Africains, ou du Belge, enfin, oui. Il y a eu suspicion autour du... Il n'y a pas de suspicion. Il n'y en a pas, parce que nous avons même bénéficié du croix belge dans cette affaire. Aujourd'hui,
Donc, vous dites qu'en 9 mois, tout peut se faire, alors là où vous avez eu besoin de 16 mois. Je n'avais jamais eu besoin de Non, 16 mois. là où vous, l'élection de 2011 a nécessité une préparation de 16 mois et 10 jours, Non. pour être précis. On n'en a pas de bénéficié. Je vous dis que je suis arrivé le 3 mars 2011 dans un bureau, il n'y avait même pas de chaise. Mais vous avez bénéficié de l'appel d'offres et de la préparation de l'équipe précédente. Mais c'est comme ça que nous demandons à nos amis que nous avons des acquis de 2005. Et en 2005, pour enrôler, identifier, enrôler tous les Congolais, nous avons eu besoin de 9 mois. En 2011, bénéficiant de l'expérience de 2006, nous l'avons fait en 5 mois. Je vais vous dire, c'est que lorsque nous arrivons le 2 avril, nous enrôlons jusqu'à le mois de juillet. Parce qu'en août, il a fallu faire la répartition des sièges. Donc, nous n'avons pas pris plus de 3 mois. Et pour aller dans ce sens, je vais vous dire, prenez le rapport de l'OIF. Lorsque ce rapport est présenté, avant même que le rapport soit présenté, la CENI, et je voudrais vous dire que M. Corneille Nangaa ne tombe pas d'élu, c'était lui le secrétaire exécutif adjoint. Donc c'est lui qui a pris le fichier et qui a dit, nous devons le nettoyer, faire ce qu'ils appellent la fiabilisation des fichiers, et deuxièmement, stabiliser la cartographie. Eh bien, ils ont bénéficié de pas moins de 40 millions pour faire ce travail. Et lorsqu'ils sont arrivés au Parlement, leur discours, c'est que le fichier est nettoyé, il est bon. Nous sommes partis de 32 millions que vous nous avez laissés à plus ou moins 31 millions. C'est la CENI qui les dit, qui les confirme dans son rapport de 2014 et 2015. Bien plus, lorsque l'OIF arrive et que l'OIF fait l'audit, l'OIF dit, oui, les fichiers présentent de faiblesses. Mais c'est un fichier qui est là, qui a le mérite d'exister et qui est perfectible. Qu'est-ce que nous vous conseillons? D'enrôler les nouveaux majors parce que ça fait plus ou moins 8 millions d'électeurs probables. Et ça serait un déni de démocratie de ne pas les enrôler. Donc pour ça, l'OIF et la mission d'experts était dirigée par le général Sangara et des informaticiens avérés, a dit vous avez besoin de 4 mois. Et tout allait pour le mieux. D'ailleurs, nous sommes allés aux élections provinciales, nous avons déposé les candidatures, et maintenant, le 25 octobre 2015, on devait passer au vote. Subitement, on va solliciter un arrêt de la Cour constitutionnelle, et après, sans justification, on vous dit, maintenant nous devons lancer l'offre pour l'appel d'offres le 10 février. Mais écoutez, il ne faut pas prendre le Congolais pour moins que des cacahuètes. Donc soyons sérieux. Soyons sérieux. Eh bien, que la CENI se fasse son travail dans la plus grande opérationnalité et non tomber dans une opération qui vise à les asphyxier et à être des instruments d'un pouvoir qui ne doit que respecter la Constitution. Paulette Kimuntu, Congo Web Télévision. Jacques Joly, nous voulons savoir un peu ce problème de carte d'électeur qu'on retrouve dans des pays voisins. Vous parlez de fichier électoral, qu'on doit revoir le fichier électoral, mais comment ça se fait qu'on retrouve des cartes d'électeurs congolais au Burundi et au Rwanda et dans d'autres pays? Comment ça se fait? Vous vendez les kits électoraux? Vous avez vendu après votre passage? Non, vous avez même, certains ont dit, utilisé les FDLR pour sécuriser, vous leur avez donné des cartes d'électeurs. Des cartes d'électeurs. Mais j'apprends ça de vous. J'espère que ce qui vous attend, voilà, je vais vous expliquer. Les kits électoraux, après les opérations électorales de 2011, devaient être ramassés. Il y a eu vol de kits électoraux ici à Kinshasa. Vous pouvez aller vérifier. Ça, c'est de 1. De 2. Mais même si on vole les kits électoraux, Paulette Kimuntu, ça n'a aucun impact. Je vais vous dire. Le kit électoral, c'est un ordinateur avec une imprimante. Vous tapez un nom et puis vous demandez impression, la carte sort. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a une carte que ça corrompt le serveur central. Pas forcément. Non, parce que pour que le nom de la personne qui a la carte
soit une carte opérationnelle. Il faut que les CD que vous avez inscrits, enrôler la personne, soient envoyés, transmis à la centrale pour qu'on puisse prendre ces entêtes. Dans un français facile, donc ces gens-là, ces voisins ne peuvent pas voter. Ils ne peuvent pas voter. Pas du tout. Pas du tout, parce que lorsqu'on va publier la liste de ceux qui doivent voter, mais ils n'auront pas de leur nom ne se retrouveront pas. Donc c'est une carte qui est fausse et qui n'est pas opérationnelle. Donc c'est un débat qui est un débat de la police judiciaire et non de la police électorale. Éric Ambago, Top Congo FM. Jacques Joly, vous êtes ferme, les élections doivent être organisées cette année et vous savez pourtant qu'il n'y a pas assez de ressources. Le gouvernement a dit dernièrement que la chute des cours des matières premières va impacter négativement le processus électoral. Vous continuez de dire les élections doivent être organisées. Est-ce que vous êtes je sais pas, responsable? Mais je crois que ceux qui disent ça, ce sont eux qui ne sont pas responsables. Mais voilà. qui Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous sommes en droit budgétaire. Le budget des élections, ce n'est pas un budget annuel, Éric Ambago. C'est un budget cyclique. Donc, les élections de 2011 ou les élections aujourd'hui 2016, vous n'allez pas chercher 1,5 milliard du coût. Le budget du Congo ne dépasse pas 6 milliards. Encore que dans l'exécution, nous ne dépassons jamais 4 milliards. Donc, chaque année, depuis 2012, dans le budget, on prend ce qu'on appelle la dotation électorale qui va dans un compte spécifique. Ça, c'est le droit budgétaire électoral. De sorte que si vous avez prévu 200 millions en 2012, 200 millions, vous n'aurez pas de problème. Ça, c'est de 1. De 2, lorsque vous analysez la structure de ces budgets de 1,5 milliard, les élections locales prennent 580 millions. Or, aujourd'hui, il est impossible d'organiser des élections locales parce qu'il n'existe point des entités locales susceptibles de recevoir les élections locales. Donc, c'est une élection qui n'existe pas. En ce qui concerne les élections législatives provinciales, dans le rapport de la CENI, le budget a déjà été consommé à plus ou moins 60%. Il reste simplement 40% pour l'organisation de ces élections provinciales. Donc, dans le budget actuel, la part électorale, c'est plus ou moins 600 millions. Or, les élections législatives et présidentielles, telles que prévues dans le calendrier de la CENI, exigent seulement 480 millions. Donc, il n'existe pas un problème de financement. Ça, c'est de 1. De 2, voilà l'irresponsabilité d'un gouvernement. Vous avez parlé des compétences. Voilà l'incompétence. Comment un gouvernement qui vous dit « je n'ai pas 2 millions pour organiser les élections de gouverneurs de nouvelles provinces » et qui subitement trouve 22 millions pour rien, parce que la CENI n'a pas encore de calendrier. La planification budgétaire ou le plan de décaissement doit correspondre à un calendrier électoral. Vous n'avez pas un calendrier électoral. Vous faites de la théorie maintenant. Ce n'est pas la théorie, je vous parle de la pratique. Soyons pratiques maintenant. Soyons pratiques, professeur. Oui. Il n'y a pas d'argent pour organiser les élections dans le délai où il y aura toutes ces opérations. Soyons concrets. Pourquoi vous ne voulez pas, vous, admettre qu'il faut aujourd'hui que l'on puisse discuter pour mieux préparer toutes ces élections et qu'on puisse avoir des ressources suffisantes pour organiser ces élections? Pourquoi vous ne pouvez pas admettre cela? Mais nous admettons. Vous n'admettez pas parce que vous refusez d'aller dialoguer. Non. Il faut lire les textes. La dynamique de l'opposition, et moi je parle au nom du MLC, a toujours exigé la concertation entre toutes les parties prenantes. C'est même un impératif. Et ces principes de concertation a été accepté lors de la dernière réunion que nous avons eue avec le père Malou Malou. C'est à la suite de sa maladie que la réunion n'a pas eu ou ça a été empêché, pour que la CENI commença à proclamer l'impératif d'un dialogue
avant de publier un Donc vous êtes calendrier. contestés mutuellement. Il y avait Par qui? autant 16 personnes majorité, 16 personnes opposition et CENI. Et quand vous êtes arrivé à la réunion, d'autres contestaient ceux qui étaient là. Non, ça, alors c'est- c'était une réunion, finalement la CENI a dit qu'il ne fallait pas Non, que l'on puisse s'appuyer sur cette réunion. Non, c'est un problème de méthodologie. C'est un problème de méthodologie. Moi, je me sens beaucoup plus à l'aise parce que je connais tout le monde qui est à la CENI aujourd'hui. Ce n'est pas l'opposition multilatérale ou multipolitique ou tel autre qui a demandé la rencontre. La rencontre a été demandée par la dynamique. On s'est retrouvé là avec des amis qui défendaient la thèse de transition, la thèse de dialogue. Et nous disent non, vous ne pouvez pas nous faire asseoir parce que vous savez que l'opposition est plurielle. Et j'ai conseillé aux uns et aux autres, tenant compte de mon expérience, je dis, si vous ne pouvez pas faire asseoir tout le monde, mais allez leur rendre visite. Nous, en commençant, je peux me féliciter quand même d'avoir fait ce travail, nous sommes allés voir le président Tshisekedi, nous sommes allés voir le président Kizenga. Nous avons fait le tour de tout le monde et nous sommes arrivés à faire la synthèse. Et ça démontre d'ailleurs, excusez-moi de vous le dire la mauvaise foi, parce que lorsque nous avons trouvé ces compromis, c'était le vendredi. Parce qu'il dit, bon, puisque les autres sont là, écoutez-le, et nous allons venir demain samedi à 9h. Jusqu'à aujourd'hui, on attend encore le protocole de la CENI pour nous inviter. Donc ce n'est pas la dynamique qui refuse les dialogues. Nous voulons les dialogues, mais un dialogue technique qui s'est fait autour de l'arbitre que la CENI. Nous ne voulons pas de grand-messe où finalement nous allons nous retrouver avec les Mamama Bipoula, envers qui j'ai beaucoup de respect, ou avec les Moziki sans dossier, où finalement nous ne savons pas de quoi on va parler. Soyons sérieux, Eric. Vous voyez un dialogue avec tous les chefs coutumiers en train de discuter du financement des élections. Allons-y. Double jeu. Sécurité électorale. Est-ce que la sécurité électorale est discutée par les Moziki 100 kilos? Thierry Kambundi, Top Congo FM. Professeur, revenons sur la dynamique et votre dernière déclaration au sujet de l'organisation des élections, justement. Moi, je me rappelle des réactions virulentes des membres de l'opposition qui font aujourd'hui partie de cette plateforme que vous appelez Dynamique pour l'action de l'opposition, après la publication du calendrier global de l'abbé Apollinaire Malou Malou. Vous avez de février 2015. Février 2000, Oui. oui. Vous avez rejeté ce calendrier, vous en avez même proposé un autre Oui. quelques semaines plus tard à la CENI. Oui. Mais aujourd'hui, vous revenez sur le même calendrier de l'abbé Malou Malou pour dire que le troisième paramètre, je crois, le troisième point est encore applicable. Tout ça, ce n'est pas cohérent, cette démarche de la dynamique. Non, je crois que Thierry, il faut avoir une approche diachronique pour comprendre le schéma de réflexion de la dynamique. Et modestement, je fais partie de l'équipe qui participe aux discussions, surtout en matière électorale. Depuis que l'abbé Malou Malou a été désigné à la CENI, il s'est caractérisé par une volonté manifeste de contourner les principes fondamentaux de gestion d'une élection. Dès qu'il arrive, il propose des hypothèses. Nous sommes en 2013-2014. Et dans son hypothèse, il veut nous embarquer dans le changement d'une constitution ou de réviser la constitution. Et le gouvernement qui était avec lui a même déposé des projets de révision de la constitution pour qu'on puisse élire les sénateurs, le président au second, pour changer en fait les règles de jeu. L'opposition rejette. Et on dit, nous ne voulons pas. Mais avant même qu'on puisse discuter des hypothèses, il vient avec un calendrier partiel. Il dit, puisque le budget est voté par an, je ne peux vous présenter qu'un calendrier partiel des élections locales et municipales. On lui dit, mais non, soyons sérieux. Ça passe. Après, on vient avec une loi électorale, avec un organisme genre OVNI ou ONIP, pour dire il faut faire le recensement général de toute la population, d'inclure les étrangers. Et alors seulement, la manœuvre était trop maladroite.
rejeté par la population et par les assemblées, y compris les Sénats. Et finalement, il y a un acquis. Quand vous lisez les communiqués de la dynamique, on dit que ce calendrier n'est pas concerté. Ce calendrier est inconstitutionnel. Ce calendrier est dangereux. Ce calendrier est irréaliste. Parce que nous savions que c'était un bluff. Vous faites publier un calendrier avec 23 contraintes où on voit que vous ne tenez pas. Mais s'il vous plaît, laissez-moi terminer, vous m'avez posé la question. Alors, maintenant, la CENI dit ceci. C'est notre pouvoir de publier le calendrier. Nous sommes indépendants. On dit, ok, allons-y. Solution, il n'y a pas eu des élections locales et municipales. Ce n'est pas l'opposition qui a empêché la CENI de les organiser. Parce qu'ils n'avaient pas la cartographie des entités décentralisées. Au contraire, on embrouille le jeu en faisant une loi de proclamation sur les nouvelles provinces qui vient, n'est-ce pas, comme chambouler les systèmes. On leur dit, ça ne tiendra pas. Ils disent, on va tenir. Fin de course, commissaires spéciaux avec un arrêt de la Cour discutable. Alors, maintenant, on va aux élections provinciales. Mes chers amis, vous vous imaginez un parti comme le MLC, avec toutes nos difficultés, nous devions trouver pas moins de 400 000 $, excusez-moi, pour payer les cautions, pour envoyer les dossiers. Parce que nous avons dit, bon, puisque la CENI est déterminée, allons-y. Puisque vous y croyez aussi. Nous y croyons aussi, parce que nous avons cru à la CENI. Aujourd'hui, je termine par là. Ça va être difficile parce que oui. Nous avons aussi, nous, une contrainte voilà. qui est la constitution de l'émission. Très bien, voilà, durée, il faut intégrer les contraintes constitutionnelles dans la gestion. La durée, 1 heure. Oui. Même si nous ne sommes pas contre un petit dialogue pour prolonger de quelques minutes. Mais les glissements existent toujours. Mais un glissement technique. Le glissement technique est possible. Ah oui, pourquoi pas. Si vous devez... Mais ce glissement technique, il se fait comment ? Le glissement technique ? Oui, il s'organise comment ? Au dialogue, dans la CENI, tripartite ? Non. Le glissement technique, c'est comme maintenant, si nous avons perdu rationnellement 2 minutes, on peut, comme dans un match de football, ajouter 2 minutes. Mais il ne faut pas planifier le glissement. D'accord, mais aujourd'hui, la réalité du terrain, c'est que même s'il a été planifié, 2 cas de figure, soit on organise n'importe comment, soit de commun d'accord, décide de le prolonger. De fabriquer une transition. De prolonger. Prolonger quoi ? De prolonger la période de préparation des élections fiables, claires et transparentes. Non, nous avons la contrainte temps. Même si nous deux nous sommes d'accord, nous n'aurons jamais 24 heures, plus nous n'aurons pas une journée de 26 heures. Mais c'est pour ça que même si on doit, plutôt que de décider d'une journée de 26 heures, multiplier les journées de 24 heures, les gens doivent s'asseoir autour d'une table et parler technique. Mais personne ne refuse. Moi, je suis étonné. La dynamique, l'MLC réclame une discussion technique avec la CENI et la majorité autour des questions techniques depuis tout le temps. C'est les autres qui disent « Nous ne voulons pas aller discuter au Palais du Peuple ou à Kingakati. » Ce n'est pas nous. Nous refusons ces genres de messes qui n'ont aucun fondement constitutionnel. L'organe technique constitutionnel d'organisation des élections, c'est la CENI. Pour autant qu'elle assume son rôle avec sérieux et qu'elle ne devient pas un point du triangle de la clochardisation et de la déstabilisation du système politique. Éric Ambago, Top Congo FM, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Thierry Kamboudi, Top Congo FM, merci. À vous aussi, Paulette Kimuntu de Congo Web Télévision et Rachel Kitsita de Numérica Télévision. Alors, les questions courtes. La CENI doit rester indépendante, mais la CENI, c'est la majorité, l'opposition. L'opposition est complice puisque ses membres sont à la CENI, ne font pas de déclaration contraire à ce que la CENI dit. À quand la démission des membres de l'opposition de la CENI? Comme ça, elle laissera faire seule. La démission, moi je conçois ça comme un acte volontaire. Mais vous savez,
comme dirait Madame Taubira, rester, c'est aussi résister. Résister à quoi? Puisqu'aujourd'hui, résister à quoi aujourd'hui? Mais je ne peux pas répondre à leur place. Il faut demander à M. Kalamba. De l'UDPS. Qu'est-ce qu'il sert à Madame Billet du MLC. Ou à tel autre. Mais vous vous dites quoi entre vous? Autant on vous appelait quand vous étiez vice-président, autant vous les appelez aujourd'hui. Ben, je ne sais pas. Mais moi, en tout cas, en tant que vice-président de la CENI, j'entretenais de bonnes relations aussi bien avec la majorité que l'opposition pour écouter et avancer. Aujourd'hui, leur position est très délicate, mais les partis politiques que vous êtes, le MLC a son représentant, même s'il est devenu indépendant. Le MLC peut décider de démettre son représentant pour mettre quelqu'un qui va plus être dans la ligne de ce que, le MLC défend. Ce n'est pas ça l'esprit de la Constitution. Lorsque on est désigné comme membre d'une institution, que ce soit les membres de la Cour constitutionnelle qui sont désignés par les partis politiques ou l'Assemblée, lorsqu'ils arrivent là-bas, ils doivent assumer leur travail avec indépendance, professionnalisme. Au risque d'être qualifié de complice. C'est ce qu'on appelle... Au risque d'être qualifié de complice en votre course. Bon, ou d'être en porte-à-faux avec leur propre parti. Ils peuvent le faire, parce que ça s'appelle le devoir d'ingratitude. 21 mars, CPI, Jean-Pierre Bemba, vous êtes juriste, sortira pas? Mais ce n'est pas... Vous avez bien dit, je suis juriste, je ne suis pas fétichiste. Au regard des éléments que vous avez? Non, je crois que nous sommes plutôt sereins, parce que c'est une affaire qui dure depuis 8 ans, et c'est pénible pour un père de famille de rester 8 ans très loin de ses enfants pour une affaire où il plaide non coupable. Et pour nous, le 21 mars constituera un moment important où la vérité s'essora. Nous espérons, au regard de la conduite de l'affaire, que Jean-Pierre Bemba sera libre. Mais c'est une justice humaine. Nous avons aussi croyance à la justice divine. C'est pourquoi nous demandons à tous nos militants de prier pour que ceux qui vont, les 3 juges, la japonaise, la kenyane et l'autre, puissent être dirigés tout simplement par le droit. Parce que, comme ils l'ont dit dans leur communiqué, ils ne pourront proclamer la responsabilité de Bemba qu'au-delà du doute raisonnable. Et tel que les choses se sont passées, tel que le ministère public a dû à plusieurs reprises changer, nous espérons que Jean-Pierre Bemba retrouvera sa liberté parce que nous avons besoin de lui et le peuple congolais a besoin de lui. Avant de parler en quelques secondes de lui, malheureusement, la constitution de cette émission étant ce qu'elle est, nous ne pouvons permettre. Très bien, il faut intégrer les valeurs de la constitution, notamment le délai. La création de la CPI a été pour juger non pas les auteurs directs, mais les éventuels commanditaires. Oui. La principale composante d'une accusation, c'est le fait que délit ou crime ait été commis. La CPI, à sa création, devait réinventer un nouveau droit. Je ne vous apprends rien. Aujourd'hui, je vous suis avec beaucoup d'intérêt. Les crimes ont été commis en Centrafrique par des troupes du MLC. Vous n'avez pas peur que, avec tout ce qu'on a vu ces 8 dernières années, Jean-Pierre Bemba, toujours à la tête de son MLC, même en prison, cette conduite nuise ou ait un impact négatif sur son jugement? Non, je crois que il faut lire ces nouveaux droits dont vous appelez. Ce n'est pas un nouveau droit en fait, parce que les systèmes de la justice internationale datent depuis la Seconde Guerre mondiale avec le tribunal de Nuremberg, et puis on a eu de tribunaux spéciaux en Yougoslavie, au Rwanda ou ailleurs. Donc ce n'est pas du nouveau. Ce qu'on a voulu, c'est avoir maintenant une justice internationale pénale permanente, et ce qui a été fait. Donc il y a deux problèmes. C'est vrai que l'accusation a présenté ses moyens d'accusation et la défense a présenté ses moyens de défense. Mais au regard du dossier, du droit, parce que lorsque vous parlez de la responsabilité du commandement, la justice ajoute, le droit ajoute le commandement effectif. Et d'ailleurs, dans le cas de Jean-Pierre, on est allé d'abord sur la responsabilité directe. Et puis on est maintenant arrivé à la négligence,
qu'il aurait dû savoir que ces éléments allaient commettre des viols. Mais, au fond, lorsqu'on examine le fait, au-delà de gros mots qu'on appelle crimes de guerre, crimes contre l'humanité, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Et voilà pourquoi, d'ailleurs, l'accusation a commencé à chercher une deuxième affaire de subordination des témoins, parce que elle n'a pas pu vendre quelque chose. Et depuis Moreno, et on voit maintenant avec Ben Saouda, on se rend plus en plus compte que c'est une justice fictive basée sur des considérations politiques. Et nous espérons que le droit sera dit le 21 mars 2016. Le 21 mars 2016, politique fiction, Jean-Pierre Bemba est libéré. C'est à lui que va principalement profiter le glissement le temps qu'ils se mettent d'accord, qu'ils se préparent. Non, le 21 mars 2016. Il est candidat à la... Le 21 mars 2016, politique fiction, Jean-Pierre est libéré, nous prenons le véhicule jusqu'à Bruxelles et le lendemain, nous arrivons à Kinshasa, nous sommes en session extraordinaire, en session normale, Jean-Pierre Bemba est dans la salle du Sénat. Et voilà. Puis, il se prépare pendant que il y aura 6 mois, 8 mois. Il y aura un congrès du MLC qui va l'investir naturellement comme candidat. Et nous sommes dans une dynamique de l'opposition. Nous choisirons les candidats communs qui pourra amener l'opposition à la victoire. Vital Kamerhe, Moïse Katumbi ou Jean-Pierre Bemba? Pourquoi pas? C'est une question. Vital, c'est dès lors qu'on est dans une dynamique commune pour les actions communes. Pourquoi pas Vital si c'est lui qui répond au profil de la personne que nous pouvons présenter? Ma question c'était Vital Kamerhe, Moïse Katumbi ou Jean-Pierre Bemba? Le meilleur selon vous? Au regard de peut-être la proximité avec l'actualité, Jean-Pierre Bemba ayant été loin du Congo longtemps. Vous voyez, Jean-Pierre Bemba suit l'actualité. Jean-Pierre Bemba, jusqu'à présent, et je suis très heureux, quand je cause même avec Vital, je ne trahis aucun secret. Il me dit toujours, prof, ce qui y a, excusez-moi de dire, il arrive ici à l'aéroport. Libella, Mambousi. Donc Vital... pour Vital Kamerhe, on peut lui poser la question, le candidat naturel, si Jean-Pierre Bemba est libéré, non, il n'a jamais renié à Jean-Pierre Bemba son rôle dans l'opposition. Et il a toujours dit que nous choisirons au moment opportun les mécanismes pour que nous nous présentons dans l'unité. Et d'autres auront proposé les primaires. Pourquoi pas? Ce sont des mécanismes. Il faut que nous soyons ouverts à toutes les voies pour que nous puissions assurer l'alternance pacifique, le changement d'une majorité à notre majorité pour le bien de la démocratie et du développement du Congo. Merci à Mika Loussala, merci à Didi Binsika qui ont réalisé la version télévision de cette émission que vous allez retrouver sur B1, sur RTVS, sur Numérica TV, sur Amen TV, sur Molière Télévision et aussi à Lubumbashi sur Mwangaza Télévision. Merci, à très bientôt. Merci à tout le monde, merci aux dames, et à Eric Ambago et à tous, à mon ami qui est là, comment il s'appelle, Thierry Kamboudi. Tu as une belle voix et tu sais, à Bouendé, parce que Top Congo passe chaque jour aux informations, on aurait bien voulu te voir à Bouendé. Merci beaucoup, Monsieur Jacques Joly. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs. La semaine prochaine, on restera dans les choses de la CENI, dans la matière électorale, puisque l'invité sera le président de la Commission électorale nationale indépendante. Nous recevrons donc dans ce studio Monsieur Corneille Nangaa. L'actualité continue sur le www.topcongo.be. Le Top Presse avec Christian Loussakweno.